Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Didacto avec de nouveaux intervenants. Je vous laisse arriver, vous êtes encore très nombreux à vous être inscrits pour ce nouveau webinaire, nouveau format pour nous. Nous ne présenterons pas des jeux, enfin Didacto ne présentera pas des jeux en direct, mais on va avoir des intervenants extérieurs qui vont nous expliquer. Alors, le thème du jour, c'est comment introduire le jeu de société dans sa pratique pédagogique. Donc, on va avoir des intervenants du monde... j'ai perdu mon fil, du monde enseignant et un éditeur qui a travaillé avec des enseignants sur ce sujet-là. Donc, je vous laisse arriver. Comme les fois précédentes sur nos webinaires sont enregistrés. Donc, comme ça, si vous devez nous quitter, vous ne perdrez rien. On vous envoie d'ici quelques jours le replay de ce webinaire. Donc, pour vous parler un petit peu du plan de ce webinaire, Étienne va vous faire une petite introduction sur Didacto, le sujet du jour. Puis, nous allons avoir comme intervenant Lisa Courtois, qui est chef de produit sur le projet pédagogique de chez Blue Orange, ainsi que Paul-Henri Argiot et Céline Arquet, qui sont enseignants et qui ont travaillé sur ce projet. Donc, on va vraiment avoir des intervenants terrain, des intervenants éditeurs, donc très intéressants, qui vont nous parler de comment ils mettent en place le jeu. Je vous laisse arriver. Comme d'habitude, il y a les petits Q&R qui sont en bas qui vont vous permettre de me poser des questions et je relayerai les questions au fur et à mesure du webinaire. Donc, vous pourrez intervenir pendant le webinaire et à la fin du webinaire. Je pense qu'on va pouvoir commencer rapidement parce qu'on a déjà tellement de choses à vous dire. Donc, merci pour les petits coucous des uns et des autres. Et nous allons pouvoir commencer. Je vais passer la parole à Étienne. Voilà, Étienne, je vous laisse la parole. Merci Sabine. Bonjour à tous et bienvenue. Donc moi je suis Étienne Prévost et je dirige Didacto. Certains d'entre vous me connaissent si vous êtes familiers de nos webinaires, mais comme le sujet est un peu différent, on a probablement aussi pas mal de petits nouveaux aujourd'hui, on s'en réjouit. Donc quelques mots de présentation de Didacto qui seront également quelques mots de présentation du webinaire de cet après-midi parce que jeu de société et apprentissage, c'était vraiment l'ADN de Didacto. Donc, nous, ça fait plus de 25 ans qu'on se bat pour ça, à une époque où parfois, je ne peux pas dire on se sentait un peu seul, mais enfin, le sujet était un peu moins dans l'air du temps qu'aujourd'hui. Donc, pour promouvoir le jeu et les activités ludiques et ludo-éducatives, alors non pas comme l'alpha et l'oméga de l'éducation, mais tout simplement comme un moyen pour les acteurs de l'éducation de faire un petit pas de côté dans leur méthode, d'apporter un léger décalage et un complément pour apprendre autrement. Donc, ce raisonnement-là, c'est le cœur de l'activité de Didacto, qui nous amène à sélectionner, vous le savez, plus de 500 nouveaux jeux par an et de proposer un catalogue qu'on aime bien dont on aime bien dire qu'il est unique, assez unique, de 2700 jeux pour apprendre. C'est pas mal quand même. Hein. Jeux mathématiques, jeux de langage, jeux de logique, jeux coopératifs, jeux de société classiques. Voilà, ça nous amène à travailler avec plus de 200 éditeurs en France, en Europe et dans le monde. Et parmi eux, il y en a un qu'on aime bien simplement parce qu'ils sont sympas et qu'en plus, ils font des super jeux, c'est Blue Orange. Donc, quand on a vu que Blue Orange avait édité un livre blanc sur la question des liens et des passerelles entre l'école et le jeu de société, ça a fait tilt et on a eu envie d'en savoir plus. Donc, le sujet du jour, le jeu de société en classe, pourquoi et comment. Donc, la question du pourquoi, elle est assez documentée. Je crois que plus grand monde ne remet en cause l'intérêt du jeu dans une démarche éducative. Apprendre les règles, patienter, attendre son tour, apprendre à perdre, coopérer, etc. On pourrait passer 8 webinaires de suite à en parler. Mais une fois qu'on a dit ça, il reste le comment. Et le comment, c'est le sujet d'aujourd'hui, parce que la réussite de la mise en place du jeu de société en classe va dépendre en grande partie de l'enseignant, de l'éducateur, de la façon dont tout cela est amené. Parce qu'en effet, mettre en place
les jeux de société en groupe classe, ça s'apprend et ça nécessite un certain nombre de règles. Donc, il faut tout d'abord poser un cadre de jeu sécurisant pour l'enfant, pour que ceux qui en ont besoin se sentent en sécurité et puissent s'ouvrir pour travailler leur estime de soi sans la pression du résultat. Également, tout le monde doit participer activement. Il n'est pas question d'en laisser sur le bord de la route. Parce que si c'est juste un jeu entre les plus forts, les plus intelligents, on passe à côté de l'objectif. Tous les membres du groupe, évidemment, doivent être acceptés tels qu'ils sont, donc on ne doit pas demander d'habileté technique ou physique spéciale, et bien entendu, aucun jugement ne doit être exprimé envers les coéquipiers, ni positif ni négatif. Ensuite, il est important de comprendre qu'un enfant a besoin de temps, donc il faut lui proposer des phases de découverte suffisamment longues pour qu'il puisse s'approprier les jeux, s'habituer à l'espace de jeu, découvrir les accessoires à utiliser, comprendre les consignes. Et puis enfin, pour terminer, c'est important, il faut mettre des mots sur ce qui s'est passé, donc prévoir un temps d'échange après les jeux. Donc ce sont juste quelques petits tips. J'espère que je n'ai pas trop dévoilé le sujet, mais pour parler de tout ça plus en détail, on est heureux d'accueillir aujourd'hui Céline Arquet et Paul-Henri Argiot, qui sont donc les auteurs de ce livre blanc publié par Blue Orange, qui sont enseignants spécialisés, coordinateurs d'une classe Ulysse en école et au collège dans cette belle et grande ville de Perpignan, et rédacteur, donc, je viens de le dire, du fameux livre blanc. Donc, on les remercie beaucoup d'être là et de nous dévoiler un peu les résultats de ces 15 ans de pratique. Et on accueille également, bien entendu, Lisa Courtois, comme Sabine l'a dit, de chez Blue Orange, ingénieure pédagogique, coordinatrice de ce projet. Voilà. Donc, tout d'abord, pour commencer, je vais laisser la parole à Lisa, qui va nous dire pourquoi et comment un éditeur de jeux grand public comme Blue Orange s'est retrouvé à travailler sur ce thème. À vous, Lisa, et bonne heure en notre compagnie à tous. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous êtes très nombreux et ça fait vraiment plaisir. Alors du coup, pourquoi et comment Blue Orange intervient sur ce sujet? Alors pourquoi? Ça fait longtemps en fait qu'on essaye de travailler un petit peu avec les écoles. Les écoles souvent viennent nous contacter, les enseignants à la recherche d'appui. On sent que des fois, il y a un besoin de ressources en matériel de la part des enseignants. Mais pas seulement. Moi, j'ai aussi un petit historique avant de venir travailler chez Blue Orange. Je développais une ludothèque au sein de l'INSPE de Nancy-Maxéville à destination des enseignants et des étudiants. Et je voyais bien qu'il n'y avait pas qu'une question de ressources, il y avait aussi une question du comment. Comment est-ce qu'on met en place en classe des séances avec du jeu, et en particulier du jeu de société, pas seulement du jeu éducatif, mais là on est sur du jeu d'édition, on est sur du jeu de société. Et du coup, il y a eu une rencontre qui s'est faite entre notre CEO, donc Timothée Leroy, avec Paul-Henri lors d'un festival de jeux. Une rencontre qui s'est faite tout naturellement, où on a vu qu'on pouvait s'appuyer sur 15 ans d'expérience de la part de Paul-Henri et Céline, et qu'on pouvait peut-être monter un projet ensemble. Du coup, on a eu envie de faire ce livre blanc qui est disponible gratuitement sur notre site internet. C'était important aussi qu'il puisse être gratuit pour le partager un maximum, et de développer aussi des fiches pédagogiques sur au moins 4 de nos jeux pour l'instant, qui ont été faites par Paul-Henri et Céline. Et l'idée, c'était en plus de parfois apporter les ressources, donc les jeux en classe, il fallait aussi pouvoir apporter un guide qui pouvait accompagner l'enseignant dans sa démarche de mise en place de séances avec du jeu de société. C'est vraiment la particularité du guide, c'est qu'on est vraiment sur le jeu de société. Donc effectivement, dedans, les deux auteurs développent qu'est-ce que le jeu, qu'est-ce que la frivolité, et qu'est-ce que l'acte d'apprendre, et donc pourquoi cela peut servir une séance. La mission première de Blue Orange, c'est vraiment de faire des jeux qui sont simples, faciles d'accès, parce qu'en fait, on veut toucher un maximum de personnes, des personnes qui ne sont pas encore joueuses potentiellement. Et c'est là où du coup, on a vu qu'on avait des produits qui pouvaient être utiles aussi en classe par cette facilité-là aussi. Donc voilà pourquoi on a fait cette démarche-là avec Paul-Henri et Céline. Et du coup, je les remercie d'être entrés dans ce projet avec nous. Du coup, je vais leur laisser la parole parce que c'est eux qui maîtrisent le sujet le plus. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, comme vous l'avez dit, c'est des sujets qui sont vastes et sur lesquels on pourrait prendre chaque point et y passer de nombreuses heures. Comme on en avait déjà parlé avec Étienne, si vous êtes présent à ce webinaire, c'est que déjà vous avez une sensibilité pour le mettre en place.
mais le mettre en place, c'est avant tout se mettre au clair sur ce qu'il faut faire au niveau théorique et ensuite comment le mettre en place concrètement. Donc en fait, ce qu'on vous propose de suivre comme déroulé, c'est je vais prendre une partie un peu théorique pour que vous soyez bien au clair, de vous dire oui, même si j'ai l'habitude de pratiquer depuis des années, c'est quand même important quand j'en parle avec mes collègues, quand j'en parle avec ma directrice, quand j'en parle avec les parents, que je sois au clair, ce pourquoi je mets en place cette pratique, même si je suis fan de jeu. Et ensuite, avec Céline, on partira sur un côté encore plus pragmatique. Après s'être mis au clair de façon théorique, on partira plus sur le côté dans ma classe. Concrètement, j'ai envie de faire jouer, j'en ai la conviction, par où je commence, comment je m'y prends, qu'est-ce que je mets en place. Et après, comme vous disiez Sabine, aujourd'hui, le but, c'est pas de vous montrer une valise de jeu pour vous donner des outils que vous retrouverez sur le catalogue Didacto. Le but, c'est de vous donner une posture et un savoir-faire que vous pourrez dupliquer sur les supports sur lesquels vous serez à l'aise. Donc, on a quand même pris des jeux de nos classes respectives qu'on utilise au quotidien. Ça peut donner des idées, ça peut vous permettre de reconnaître des visuels, surtout pour les gens qui démarrent un petit peu dans le milieu. Mais l'idée, c'est plus vraiment de réinterroger votre pratique et pourquoi est-ce qu'on fait ça en classe, comment est-ce qu'on justifie notre pratique et ensuite, concrètement, comment est-ce qu'on le fait vivre dans notre classe. Comme on disait à Sabine, à Lisa ou à Étienne, nous, on a prévu un fil de discussion qui reprend un petit peu la trame qu'on a mis dans le guide pédagogique que vous pourrez télécharger librement et partager comme vous le souhaitez. Maintenant, si à un moment donné, il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous couper. Ça ne nous pose pas du tout de souci de développer sur un point en particulier si on sent qu'au niveau des questions, il y a un point qui vous interpelle. Donc déjà, un point qui est important quand Étienne en parlait, c'est qu'il a énoncé plein de choses qui font partie de pourquoi est-ce qu'on aime jouer, comment est-ce qu'on le met en place, mais il y a quand même cette question du comment qui reste primordiale. Et quand on veut mettre en place le jeu de société dans sa classe, c'est important pour être pris au sérieux et pas être pris juste comme quelqu'un qui a de l'émotion, qui a de l'envie, qui aime ça. C'est important de pouvoir communiquer dessus, de se mettre au clair sur pourquoi est-ce qu'on est enseignant. Quand on est enseignant, on a une mission d'éducation nationale et notre mission, c'est d'amener les élèves à apprendre. On sait très bien avec toutes les études qui sont sorties que l'apprentissage, il se construit et qu'on ne peut pas apprendre à la place des autres. Par contre, on peut mettre les personnes dans des dispositions qui lui sont favorables pour apprendre lui tout seul, mais dans les meilleures conditions possibles. On sait très bien donc, que le constructivisme est parti sur cette fibre-là et que le socio-constructivisme a montré que quand on était à plusieurs, on construisait, mais qu'on construisait encore mieux ses savoirs. Quand on parle de l'acte d'apprendre, on prend souvent pour référence nous, le travail qu'a fait Sylvain Connac, qui est un maître de conférence sur Montpellier, et qui a synthétisé cet acte d'apprendre sur une équation qui reprend qu'est-ce qu'apprendre. Qu'est-ce qu'apprendre? C'est se concentrer. Ah, Lisa, je vois que tu partages l'écran. Voilà. Donc, l'équation que vous voyez ici, qui n'a rien de mathématique, qui est juste un moyen visuel de retenir l'information, vous voyez que le A représente l'acte d'apprendre et qu'en fait, ce qui est en parenthèse au-dessus du trait de fraction, le C au carré, représente la concentration et la compréhension. C'est pour ça qu'il y a le C au carré, le C de concentration, le C de compréhension. On a le M de mémorisation et le T de transfert. Donc, en fait, apprendre, c'est se concentrer et comprendre, mémoriser et transférer. Et ça peut paraître une gageure pour les gens qui sont clairs avec ça, mais c'est hyper important de le repréciser parce que souvent, on nous pose la question, est-ce que quand je fais jouer des élèves, je suis certain qu'ils apprennent? Mais forcément qu'ils apprennent. Parce que quand on fait un jeu de société, il faut être concentré sur ce qu'on nous dit, il faut comprendre les règles, il faut les avoir mémorisées pour pouvoir interagir avec les règles qui ont été données dans le jeu, et il faut pouvoir les transférer, parce qu'en fait, comme un jeu de société va en permanence mettre en avant un milieu qui va être en mouvement, on va toujours être dans une position de transfert parce qu'il va falloir réinterroger les pratiques que l'on a mis en place en fonction de cet environnement qui est toujours mouvant. Donc déjà, se dire, est-ce que je fais bien de jouer dans ma classe? Vous pouvez y aller les yeux fermés. Autre chose qui est important, vous le voyez, c'est ce petit exposant T. Ce petit exposant, qui a l'air de rien, c'est l'exposant du temps. Et ce temps, il est particulièrement important dans le sens où ce n'est pas parce qu'on fait jouer les enfants une fois qu'on va résoudre les problèmes de concentration,
de compréhension, de mémorisation, de transfert. Ce sont des choses qu'il faut instaurer dans le temps. Et bien souvent, on le voit quand on met en place des projets-jeux, ça reste un petit peu du domaine de l'exceptionnel, proche des vacances, le vendredi après-midi, alors qu'en fait, c'est très important de prendre le temps et d'instaurer cette pratique avec des créneaux qui sont fixes pour pouvoir en retirer les bienfaits. Et il y a autre chose qui est particulièrement important sur ce T, c'est aussi l'idée de prendre du temps pour soi. Parce que se dire que la pratique du jeu de société, c'est super. On a un collègue qui nous a présenté un jeu en nous disant « tu vas voir, ça marche du tonnerre », ce n'est pas une garantie à coup sûr que ça va bien se passer dans votre classe. Parce qu'il faut être à l'aise, il faut se l'approprier, il faut vraiment démarrer la pratique du jeu de société là où vous en êtes. Et si vous êtes avec quelqu'un qui a l'habitude et qui est un peu trop expert, ça peut vous paraître une montagne. On voit par exemple régulièrement des vidéos où des enseignants présentent, voilà, j'ai une classe et j'ai 500 jeux, ça fait, c'est ce que disait Étienne tout à l'heure, nous ça fait 15 ans qu'on pratique le jeu, mais ce qui est important, c'est pas que ça fasse 15 ans que nous on le pratique, c'est qu'aujourd'hui, même si vous ne connaissez pas bien le jeu de société, si vous avez envie de vous lancer, eh ben en fait, ce n'est pas une montagne. Rien qu'essayer, vous allez forcément mettre les enfants en processus d'apprentissage. Pour ce qui est du dessous de la fraction, vous les voyez, les trois conditions qui sont représentées par le S, le D et le I, qui représentent donc le S, la sécurité, le D, la disponibilité, et le I, l'investissement, tout ce qui est du domaine de la motivation intrinsèque. Donc ça aussi, super important, si vous hésitez en vous disant « oui, mais je ne suis pas sûr de prendre un jeu qui travaille vraiment une compétence », ben en tout cas, vous allez les faire apprendre, comme on l'a déjà vu, mais vous allez aussi les mettre en conditions psychologiques de pouvoir se mettre en processus d'apprentissage. Parce que si vous faites du jeu de société en classe, vous allez forcément être dans un cadre où il est important de maintenir une distance entre la réalité et les apprentissages. Un cadre avec ce S de sécurité, où les enfants vont pouvoir en fait s'exercer, vivre des choses qui n'auront pas forcément de répercussions sur la vie qu'ils mènent à côté. Et ça, c'est super important, notamment par rapport aux enfants qui sont stressés, qui ont peur de mal faire, qui ont peur de la note, qui ont peur de faire des erreurs en se disant qu'ils se sont trompés. Là, justement, avec le jeu de société, on joue avec des filets, on ne craint rien, on a une boîte en carton avec des jetons en carton devant nous, il ne va rien se passer. Dans une heure, vous serez en récréation, tout le monde sera content, il y en a qui auront gagné, il y aura qui auront perdu, vous mangerez tous à la cantine et il ne se passera rien d'autre. Et cette sécurité qui peut nous paraître bénigne, pour les enfants, c'est hyper important parce que ça peut leur permettre d'avoir un lâcher-prise et de se sentir suffisamment sécurisés pour que lorsqu'ils vont se retrouver dans des situations d'apprentissage qui seront difficiles, oser à se manifester en se disant « mais là, c'est pareil, je ne crains rien ». On peut faire le même parallèle sur la lettre D qui est à côté, qui est le côté disponibilité. Cette disponibilité, la disponibilité mentale, la capacité que l'on a à se concentrer sur quelque chose est fortement déterminée par cette disponibilité. Si un enfant pense à autre chose, s'il a envie de raconter son week-end, s'il a pipi, s'il a soif, s'il a envie de raconter quelque chose, il ne pourra pas être concentré. Ça, vous devez bien le vivre au quotidien avec vos élèves. Et quand on fait un jeu de société, c'est quand même important de voir que cette disponibilité, elle est très importante et que l'enfant va pouvoir développer vraiment ses capacités à plein régime parce qu'il ne va pas être parasité par des choses qu'il aura envie de faire à côté. On a régulièrement le cas où on fait jouer des élèves en classe et où quand ça sonne et que c'est la récréation, on leur dit écoutez, il faut sortir. Et ils traînent, ils disent mais attendez, on n'a pas fini. Et ça, c'est bon signe, c'est parce qu'ils peuvent éprouver cette disponibilité quand ils sont pleinement investis dans une tâche. À côté, on a un point qui le rejoint aussi, qui est le I de l'investissement, de la motivation, qui est un moment aussi important parce que ça va pouvoir montrer aux élèves qu'en fait, quand on joue à des vrais jeux de société, on n'est pas là pour apprendre. Et ça, c'est quand même un point qui est super important. Étienne en parlait tout à l'heure, et on le voit que sur Didacto, où vous travaillez sur les jeux éducatifs, le but, ce n'est pas de rentrer dans une guéguerre, de dire on fait du jeu éducatif, il y a du jeu de société. Nous, ce que l'on préconise, c'est le jeu de société, parce que le jeu de société n'a pas un objectif d'apprentissage ciblé. Donc, on sait que les enfants, en termes de motivation, ils vont être dans une motivation qui est le jeu pour lui-même. Dans un jeu éducatif, on va avoir une finalité qui va être l'apprentissage, mais on est déjà dans l'envie de faire construire les apprentissages avec les élèves, dans l'envie de manipuler
et dans l'envie de donner aux enfants la possibilité d'expérimenter, de construire leur savoir en dehors des fichiers traditionnels. Ça aussi, c'est important de vous le repréciser parce que des fois, on peut les opposer, alors qu'en fait, pour l'avoir vu, nous, avec Céline, dans les différents établissements où on est passé, on a beaucoup de collègues avec qui on fait des jeux, des projets jeux, qui se régalent et qui ensuite, quand ils se trouvent tout seuls dans leur classe, se disent, bon, mais là, quand je n'ai pas quelqu'un qui l'a pratiqué depuis un moment, si je prends un jeu éducatif, si je prends quelque chose que je connais, je suis peut-être sur un terrain qui est plus sécurisé. C'est bien. Vous pouvez, nous, c'est ce qu'on a fait dans le temps, c'est qu'on est parti sur des fichiers, notamment on travaillait le fichier Hermel, qui est exceptionnel pour les mathématiques, et bien on a petit à petit délaissé des manipulations qui ciblaient vraiment des apprentissages en particulier. On les a réservés en fait à des moments d'apprentissage dédiés aux mathématiques. Et maintenant, quand on fait des séances jeux de société, on prend les choses dans un autre sens. Le but, c'est de jouer, mais cette fois, ce sont les apprentissages qui sont au service du jeu. Donc, pour vous faire un petit peu une image mentale, quand vous faites un jeu éducatif, on essaie de viser un apprentissage et on mobilise toutes ces ressources pour viser un apprentissage. Quand on fait un jeu de société, on vise la finalité du jeu de société qui a été mise en avant par l'auteur et on mobilise toutes ces compétences et toutes ces capacités à côté pour jouer au jeu de société. Et c'est dans ce sens que l'approche peut être complémentaire et que le jeu de société va un petit peu plus loin parce qu'en fait, il part d'une finalité qui parle aux enfants. Par exemple, quand j'ai rencontré Timothée l'année dernière, on a parlé de suite de King Domino. Et dans nos discussions, on est arrivé à dire « Ah, mais King Domino », que Lisa vous montre justement derrière. Donc King Domino, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un jeu de Bruno Catala. Comme vous le voyez sur la couverture, il y a un château qui est au milieu, qui représente un petit peu le point de départ du domaine que vont faire les joueurs. Et vous voyez qu'autour, en fait, il y a différents territoires. Vous voyez qu'il y a du champ, voilà. À côté, Lisa, vous voyez qu'il y a de l'eau. Derrière, il y a de la forêt. On a même des mines qui sont un petit peu plus au fond. Et l'idée, c'est qu'on va faire un pavage de territoires avec des dominos et que chaque territoire, dans chaque territoire, on va multiplier le nombre de cases présentes, ce que vous montre Lisa, fois le nombre de couronnes qui est associé. Donc, vous voyez, vous avez une multiplication qui va se mettre en place. Sauf que quand on fait ce jeu-là, quand on fait un vrai jeu de société, quand Bruno Catala a fait le jeu, il l'a fait vraiment pour les joueurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu le prix que vous voyez derrière, le Spiel, qui est un des prix les plus prestigieux, le prix allemand. C'est cette idée qu'il y a une vraie motivation de joueurs, mais que les élèves, quand ils vont vouloir y jouer et quand ils vont vouloir faire des choix, ils vont devoir faire appel aux tables de multiplication qui vont être non pas une finalité, mais un moyen à mobiliser pour faire les meilleurs choix. Et c'est dans ce sens-là que nous, on défend cette démarche et qu'on a été ravis de collaborer avec Blue Orange, parce qu'on a senti qu'eux, ils avaient envie de dire, écoutez, on a du jeu de société, on a des auteurs qui développent des leviers qui sont extraordinaires. Et nous, on a ce côté en classe où on sait que les élèves, quand on leur fait vivre des choses, on les aide à apprendre. Et en fait, ce livre, c'est un petit peu le but, c'est de vous faire partager nos pratiques pour que vous ayez les outils, pour vous dire très bien comment je fais entre mon désir de jeu, mon désir de créer du lien avec les élèves et mon poste d'enseignant pour concilier les deux. On peut passer par du jeu éducatif, mais on peut, comme vous pourrez le voir dans le livre, bien entendu passer par du jeu de société. Ce que vous montre Lisa ici, c'est les fiches de préparation qu'on a faites. Vous voyez la fiche de King Domino. Donc, on l'a fait en reprenant les caractéristiques un petit peu de base du jeu. Mais sur la deuxième page, là où c'est un petit peu le cœur, c'est que vous voyez que jouer à King Domino est au centre. Et que vous avez autour les 5 bulles que vous voyez qui représentent les 5 piliers du socle commun et qui montrent quelles sont les compétences qui sont mobilisées pour jouer à King Domino. Voilà, donc déjà, même si vous êtes sensibilisé au fait que jouer permet d'apprendre, c'était quand même important pour nous de vous faire un petit point en se disant, quand je joue dans ma classe, quand j'en parle, je sais que je vais forcément amener mes élèves à apprendre et je vais forcément les amener à mobiliser des compétences dans un but qui est le jeu. Autre chose qui est important sur la pratique du jeu de société, c'est cette notion de flow. Alors, cette notion de flow, c'est un petit peu le fait de se transcender quand on est face à une tâche qui nous motive.
Et ça, c'est en termes de motivation pour les élèves qui sont en classe sur une scolarité qui est obligatoire. Donc voilà. Bon, Lisa, tu connais le livre par cœur, donc c'est pratique. C'est important pour des élèves de se dire qu'à un moment donné, ils peuvent vivre cette sensation de se confronter à quelque chose qui est difficile pour eux, mais ils vont prendre tellement de plaisir en jouant qu'ils vont pouvoir transcender l'expérience. Je vous donne un exemple récent qu'on a eu en classe sur un jeu de mémoire, sur un jeu qui s'appelle That's Not a Hat, qui a été nominé au dernier As d'Or, qui est une petite boîte, je sais pas si on a, voilà, qui est une petite boîte rose avec un plot dessus, qui est chez Ravensburger. C'est un jeu qui fait appel à la mémoire. Et des élèves que j'ai en classe qui ont vraiment des difficultés de mémoire, on y a joué pendant plus d'1 heure. Pourquoi? Parce qu'ils y ont pris du plaisir. Alors qu'en fait, on a, voilà, exactement, c'est ce qui est là, Céline, tu l'as aussi à côté. Et donc, en fait, les élèves ont accepté, merci. Voilà, vous voyez que c'est une toute petite boîte hein, qui en plus sort un prix qui est vraiment accessible. Et l'idée, c'est qu'on peut amener des élèves à travailler la mémorisation, pas pour leur dire on va faire une séance de mémorisation, mais en leur disant on va faire un jeu. Et là, ils vont être capables de mobiliser ce qui est difficile pour eux à savoir mémoriser, parce que la finalité, c'est le jeu qu'il y a derrière. Voilà. Autre chose qui est important, d'autant plus, je dirais, dans cette période qui est un petit peu difficile et un petit peu morose au niveau des sujets économiques. Les enfants les entendent aussi. C'est au niveau des prix, de l'essence, des retraites, ça râle beaucoup. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont un peu négatifs. Et quand on est en classe, on a souvent des classes qui sont un peu chargées avec des programmes qui sont longs et qu'on n'a peut-être pas le temps de boucler chaque année. Mettre en place des jeux de société dans sa classe, ça permet aussi de développer une dimension et une émotion sociale par rapport aux enfants qu'on a à côté et une proximité qui est super importante. Ça permet de créer des liens qui vont de rire avec des élèves, de créer une latéralisation par rapport au fait que quand on joue avec eux, on va avoir les mêmes libertés, les mêmes droits en tant que joueur, et que de notre côté, quand on va reprendre notre position d'enseignant, eh ben, on va revenir sur un positionnement de professeur qui va replacer les règles. Et cette dimension-là, eh on peut en voir les bienfaits nous au quotidien quand on joue avec des élèves et voir qu'on a vraiment un climat de classe qui est bonifié par le fait de partager d'autres moments que des moments purement d'apprentissage au sens traditionnel des choses. Après avoir fait un petit tour comme ça sur le côté théorique, je vais laisser la parole à Céline, qui elle va vous présenter, OK, maintenant on a vu que c'était vraiment intéressant, que je pouvais le justifier, mais concrètement, comment ça se passe quand je vais le mettre en place dans ma classe? Alors, oui, concrètement, mais aussi, oui, le jeu de société, mais la place de l'enseignant a forcément une place importante. On ne va pas prendre simplement une boîte, la poser sur la table et se dire, c'est bon, effectivement, l'enfant va apprendre. Non, il y a des choses à anticiper, des choses à réfléchir en amont. J'ai envie de dire que les fiches que vous a présentées autour des jeux, elles ont vraiment cette dimension de démarche de projet. Et c'est aussi cette façon qu'on a eu de l'aborder dans nos classes. On s'est posé la question, quels sont les besoins? Alors, encore plus maintenant qu'on est enseignant spécialisé, parce qu'on s'interroge sur les besoins de nos élèves et c'est comme ça qu'on a déterminé un petit peu les jeux sur lesquels on avait envie d'aller. C'était un petit point de départ. Dans le milieu ordinaire, ce n'est pas forcément ce qui nous a motivés, c'était plus la facilité, l'accessibilité des jeux que l'on pouvait proposer aux enfants. C'est pour dire qu'en fait, il y a différentes entrées. On peut avoir des jeux qui sont faciles à mettre en place, qui vont nous parler, sur lesquels on a eu des émotions nous-mêmes en les ayant testés, et qu'on se dit que ça va être intéressant de les partager avec les enfants. Mais ça peut être aussi un besoin que l'on a pu remarquer au sein de notre classe, au sein d'un groupe d'élèves. Et donc, on va se diriger vers un jeu plus en particulier parce qu'on sait qu'il va solliciter des compétences spécifiques ou des fonctions qu'on a envie de vraiment travailler. Tout ça pour dire que dans cette démarche de projet, on va anticiper et réfléchir à quel jeu on va choisir. La notion de choix est très importante, notamment par rapport au niveau. On a effectivement des indications d'âge sur les boîtes. Ce n'est pas pour ça que, comme sur les listes de littérature de jeunesse qui sont proposées par l'Éducation nationale, on va prendre le niveau déterminé et prendre un livre au hasard. Non,
l'âge ne va pas suffire. La connaissance du jeu va être importante parce que il y a des prérequis qui vont être importants, qui vont demander d'être maîtrisés par les enfants. Alors, je vais parler d'un cas spécifique. Bubble Stories, par exemple, c'est une histoire, enfin, c'est un petit jeu qui va demander aux enfants de verbaliser des histoires, de retrouver des objets dans des situations, des paysages, des photos. Tu peux participer si tu veux. Et alors, ce jeu, j'en parle tout simplement parce que moi, j'ai des enfants qui ont des difficultés de langage. Et au final, ça a été presque une réponse qui s'est présentée quand j'ai découvert ce jeu, parce qu'il va vraiment mettre en avant, voilà, alors Lisa le présente en même temps, voilà. Il va vraiment permettre aux enfants de mettre en mots ce qu'ils n'auraient pas pu faire de façon naturelle dans le quotidien. Dans la situation de jeu, ils ont dépassé cette difficulté et ils ont vraiment développé du langage. La même chose s'est passée avec le Time's Up Kids, qui a été un jeu que j'ai introduit aussi et qui a été très difficile au départ parce que j'ai fait l'erreur d'abord de faire le Time's Up Family avec des mots très simples, mais tous n'étaient pas lecteurs. Finalement, je suis repartie sur les images. Et même par les images, la difficulté de la première phase de jeu, de faire deviner les images, était très difficile. Mais le jeu les a tellement motivés et embarqués, ils se sont nourris les uns des autres. Et finalement, c'est eux-mêmes qui sont demandeurs de jouer à ce jeu. Ouais, dans ce que vous dites, Céline, c'est un peu cette sensation du flow. Et Sabine, dans ce que tu nous montres, si tu peux nous remettre même les mêmes images, s'il te plaît, Sabine. En fait, là, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Bubble Story, vous voyez en fait ce que vous avez devant. Ça reprend un petit peu comme si vous étiez en train de faire une escape pour les anciens joueurs, les point and click, ou quand vous faites un unlock. C'est qu'en fait, on a différentes bulles où les enfants, en fait, quand ils vont choisir d'aller sur une bulle, ça va dérouler un ensemble de visuels qui vont suivre. Par exemple, vous voyez en bas sur l'île Pirate, eh bien, si vous prenez à gauche la bulle qui va sur le bateau, quand vous allez avancer, vous allez prendre la tuile du bateau et vous aurez de nouvelles bulles qui vont vous proposer des nouveaux choix. Et en fait, ce qui est assez incroyable sur ce jeu, qui a gagné l'As d'or l'année d'avant dans la catégorie enfant, c'est que même les élèves que j'ai au collège actuellement, ils se régalent d'y jouer. Céline, elle a des élèves, toi, c'est de quel âge à quel âge que tu leur as fait faire? Oui, alors c'est pour ça que fait, j'ai pris ces exemples-là, parce que si on se contente de regarder la boîte, elle se destine à des enfants à partir de 4 ans. Donc, quand on voit à partir de 4 ans, on se dit que c'est vraiment un jeu pour petits. Or, on s'aperçoit que c'est un jeu où des enfants, même jusqu'à 10 ans, puisque c'est des élèves de CM2, qui sont demandeurs. Ils sont demandeurs parce qu'ils vont mémoriser, ils vont maîtriser le jeu et ils vont être à capacité de renouveler les expériences et de finalement arriver à une narration d'une histoire. Donc, c'est là où je voulais en venir, c'est que cette notion de niveau et de choix de jeu est important parce que finalement, en choisissant bien le jeu, on va vraiment aller dans la zone proximale de développement de l'enfant. Et le choix est important parce que si on va vers un jeu qui est ou trop simple ou trop compliqué, l'enfant va être finalement dans l'ennui. Et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Nous, on veut vraiment qu'il soit dans cette phase où on va l'amener petit à petit à l'autonomie, mais où il va vraiment être en phase d'apprentissage et de progression. Donc, notre rôle d'enseignant, ça va être déjà cette phase de choix du jeu. Bien évidemment, on va être attentif également au nombre de joueurs pour pouvoir organiser notre dispositif au sein de la classe, à la durée des jeux, puisque en général, on essaye de choisir des jeux qui ne dépassent pas les 30 minutes. D'une part pour la concentration, mais aussi parce qu'on a d'autres choses à faire également. Par rapport à la durée, mais aussi au temps, alors Paul-Henri vous l'a évoqué par rapport à l'acte d'apprendre, la répétition était évidemment importante. Donc, on a fait le choix, nous, dans nos emplois du temps, d'avoir une plage horaire définie
chaque semaine, destinés vraiment au jeu. Et c'est une plage horaire qu'on évite de bouger parce que c'est un temps que les enfants attendent, d'une part, et c'est un temps qui est important pour nous aussi mesurer les progrès, faire évoluer aussi les jeux sur lesquels on va aller, les jeux que l'on va proposer en fonction des besoins repérés aussi. Voilà, moi je pense que pour les choix du jeu, j'ai un peu tout dit. Par rapport à l'organisation. Sur les choix du jeu, vraiment, n'hésitez pas à prendre des jeux, comme vous l'a déjà dit Céline, mais c'est important. Le but, c'est d'être à l'aise. Donc, n'hésitez pas à prendre des jeux qui sont à un âge inférieur. Bubble Story. Moi, avec des élèves qui ont des problèmes sur le langage, ça pose aucun problème. L'année dernière, quand on a fait le tournoi de Dragomino, Dragomino, c'est la version... ils ont eu l'As d'or aussi avec. Bon. En fait, c'est un peu là, ce qu'on vous montre là, c'est des jeux sur lesquels vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés parce que non seulement l'intérêt ludique a été reconnu par le milieu du jeu, mais en plus de ça, nous, pour l'avoir pratiqué en classe, l'année dernière, on a fait un tournoi, c'était exceptionnel. Les enfants, même de CE2, où on aurait pu croire que qu'ils étaient trop grands pour prendre du plaisir, se sont régalés d'y jouer. Et ça, c'est très important de freiner presque les élèves dans cette course au niveau, parce que par exemple, un King Domino qui va demander une représentation dans l'espace et qui, au niveau de la boîte ou en famille, est accessible, en classe, ça va être compliqué pour que les enfants aient un repérage de 5 par 5. Et des fois, quand on voit qu'il y a des enseignants qui prennent des jeux, qui disent « Ah, mais ça, j'y joue dès le CP, ah, mais ça, j'y joue dès le CE1 », le but, c'est pas de montrer aux élèves qui sont intelligents parce qu'ils jouent à des jeux qui sont compliqués. Le but, c'est qu'ils prennent du plaisir et qu'ils développent de stratégies en mobilisant des apprentissages qui sont en capacité de mobiliser. Voilà. Donc, au niveau du choix, n'hésitez pas à descendre sur le niveau. Et autre chose, je ne sais pas si tu as strike, voilà, je vais l'amener, je crois. Autre chose qui est important, alors celui-là, pareil, nous, ça, c'est un jeu alors, qui sort toutes les semaines, il est sur les tables. Les enfants adorent y jouer. Et pourquoi on vous montre celui-là? Parce que c'est un jeu où il y a de l'aléa. Et en fait, l'aléa, c'est très important dans les jeux, surtout à l'école. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans cette corrélation, Étienne le disait tout à l'heure, de c'est les meilleurs qui gagnent, on va les faire jouer aux échecs, et c'est ceux qui sont les plus intelligents. Ouais, voilà. Et puis vous voyez, nous, il y a 21 € là sur votre site. Nous, pour vous dire que ce soit Céline ou moi, je crois que c'est le jeu, moi, qui est le plus joué en classe. C'est celui qui est le plus joué. Pourquoi? Parce qu'il est déjà très rapide. Parce qu'il est rapide, mais aussi parce que tout le monde peut gagner. Tout le monde peut gagner. Et du coup, alors vous voyez avec cette image, Sabine, si tu peux nous la laisser, vous avez un dé qui est au milieu. Et quand vous lancez votre dé dans l'arène, donc vous voyez, chacun a son pool de dés, à son tour, on doit lancer un dé. Si j'arrive à faire des constellations similaires, je vais ramasser ces dés. Sinon, j'ai la possibilité de continuer à lancer des dés jusqu'au moment où je risque de ne plus en avoir. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, dans l'arène, il peut se passer un cas particulier où l'arène va être vidée parce qu'on aura enlevé les dés qui auront des croix et j'aurai récupéré les dés qui avaient des valeurs identiques. Et du coup, le joueur après va devoir jeter tous les dés qu'il avait. Et en fait, cet aspect émotionnel qui varie énormément et comme disait Céline, qui laisse la chance à tout le monde de gagner, ça met tout le monde à l'aise. Les élèves qui ont des capacités intellectuelles comme ceux qui sont en difficulté, et ça fait travailler une façon d'être, une façon de gagner, d'accepter le hasard. Il y a un plaisir qui est incroyable. C'est une prise de risque qui n'y paraît pas au départ, parce que c'est quand même un stop ou encore. C'est quand même un stop ou encore, et après il y a plusieurs niveaux, parce qu'il va y avoir des élèves qui, par exemple, vont jouer de façon très légère et vont lancer inlassablement, et puis il y en a d'autres qui vont commencer à dire « Attends, je ne vais pas m'arrêter là, il y a quand même un 2, un 4, un 5 et un 6 au milieu de l'arène. Si je lance mon dé maintenant, j'ai quand même beaucoup de chances d'avoir une valeur qui s'y retrouve. » Et on peut le jouer à différents niveaux, mais en tout cas, ce qui est à retenir avec cet exemple-là, c'est vraiment l'aléa. L'aléa, très important. Ne pas partir sur des jeux qui ont une connotation trop intellectuelle et où on est certain, avant de démarrer la partie, de savoir qui va gagner. Gilles Brougère, quand il définit ce qu'est un jeu, il parle du côté incertitude. Cette incertitude, elle est hyper importante. Deux joueurs d'échecs de même niveau vont se régaler parce qu'ils vont se dire, tiens, aujourd'hui, qui c'est qui va gagner? Quand on est dans une classe et qu'il y a des écarts énormes, par exemple sur un Time's Up au niveau du vocabulaire,
mais c'est hyper important de mélanger les équipes ou de mixer les choses, de donner un peu plus de temps pour qu'on ne soit pas dans une course à l'excellence en termes de résultats, mais à l'excellence en tant que moyen pédagogique utilisé. Je continue par rapport au choix, et puisque tu as parlé tout à l'heure de Dragomino et de King Domino, alors surtout King Domino, en fait, quand on va avoir fait son choix de jeu, c'est bien aussi de se pencher dessus et d'anticiper quels obstacles on va pouvoir rencontrer ou quels freins. Notamment King Domino, on peut être embêté par le repérage dans l'espace. Alors moi, c'est le cas parce que là, j'anime actuellement King Domino dans différentes classes. Je sais que sur ces classes-là, j'ai des enfants qui sont en Ulysse et qui ont des problèmes justement de repérage dans l'espace et d'autres également qui ne sont pas sur l'Ulysse. Donc, je suis allée rechercher et on le trouve sur le site Blue Orange dans les goodies ou je ne sais plus à quel endroit, des plateaux de jeu qui sont comme des sets de table que l'on peut imprimer et où il y a déjà le tracé en 5 par 5 des cases. Alors ça, c'est formidable. Ça a dénoué des situations difficiles pour certains enfants qui leur a permis de rentrer dans le jeu et de jouer avec leurs camarades. Et alors, juste sur les images qu'on vient de voir, c'est toi, Sabine, qui les met? Tu peux nous remettre l'image juste avant? Voilà, celle-là. Ça me fait penser à autre chose dont on parlait avec Céline. C'est que vous voyez les pions là, qui sont sur les tuiles qui sont retournées. En fait, quand on joue à King Domino, dans la mise en place, on va devoir mettre les tuiles dans un ordre croissant. Donc là, vous voyez que les tuiles, elles sont sur un côté bois. Et une fois qu'on les aura rangées dans ce sens-là, on va les retourner dans l'autre sens. Et ce qui est intéressant, justement là, c'est de dire aux élèves, on n'est pas en train de travailler l'ordre croissant ou décroissant, mais c'est qu'on a besoin de maîtriser l'ordre croissant pour placer les tuiles. Et du coup, ça va induire plein de choses. En fait, le tour de jeu va être déterminé par un ordre croissant. Et on va pouvoir même faire une séance décrochée sur… Ah, tu voulais en parler? On va en parler après, mais c'est pas grave. On va pouvoir faire même des séances décrochées d'apprentissage, justement, pour servir le jeu. Et là, quand je voyais ça, ça m'a fait directement penser, parce que j'ai des élèves, par exemple, qui aiment jouer à King Domino, mais qui ne sont pas tout à fait au clair sur l'ordre croissant, et ils se rendent compte qu'en fait, l'ordre croissant va leur servir pour la mise en place du jeu. C'est peut-être celui-là aussi dont tu voulais parler? Oui, alors, tout à fait. Alors, j'en parle pas dessus. Tu en parles un film dessus? J'en parle de celui-ci, Lucky Numbers. Pareil, c'est un jeu… alors, on voit très vite qu'est-ce qui va nous servir pour jouer à ce jeu. Voilà. On va devoir ordonner des trèfles avec des numéros dessus, mais on va devoir les ordonner à la fois de façon horizontale et verticale. Alors, même en connaissant le jeu, je n'avais pas forcément anticipé tout de suite que ça allait poser problème sur ordonner de façon verticale. Dès la première séance, c'est bon, j'ai bien compris. Alors, on a de suite, on a continué la partie, j'ai aidé un petit peu. Et la fois d'après, on a pris les trèfles. Donc là, on propose des… Alors, ce n'est pas vraiment une séance décrochée, mais on va utiliser le matériel pour pouvoir… justement… se décoincer. Donc, on a pris 5 trèfles au hasard. Ils les ont ordonnés horizontalement. On en a pris 5 autres. Et là, sur un des numéros qu'on avait, on a placé les autres trèfles, mais de façon verticale. Le fait de le faire décontextualiser du jeu… Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas le but de Lucky Number. Alors, Lucky Number, que vous sachiez un petit peu ce qui se passe dans le jeu par rapport à la photo que vous avez devant, vous voyez que vous avez un plateau et au milieu, vous avez des trèfles. Au début, on a juste une diagonale. Donc, par exemple, sur le plateau qui est en bas à droite, vous voyez celle où il y a marqué 3, 6, 15, 20. En fait, on a une diagonale qui est en place, voilà, on voit avec la souris. Et en fait, à chaque tour de jeu, on va piocher au hasard un trèfle qui est au centre de la table et on va essayer petit à petit de construire un tableau qui va permettre d'avoir les numéros qui vont être par ordre croissant, de la gauche vers la droite, mais aussi de bas en haut. Et donc, ce qui est en train de vous dire Céline, c'est que
Ouais, ce qui est en train de vous dire, Céline, c'est que justement, on peut isoler les différentes variables du jeu pour se dire qu'on a travaillé d'abord cet ordre, comme tu l'as fait avec 5 cartes, comme on avait fait aussi pour le 6 qui prend. Pour le 6 qui prend, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent aussi ce jeu qui est génial à jouer en classe. Le 6 qui prend, on peut prendre des cartes que les élèves maîtrisent et le mettre aussi dans cet ordre croissant, voilà, qu'on a là, et que vous allez aussi sûrement avoir à Didato. En fait, tout ça pour dire que quel que soit le jeu que vous allez choisir, il va falloir un minimum maîtriser les règles et anticiper un peu quels peuvent être les freins et les obstacles pour, dans la séquence de jeu, prévoir des séances décrochées pour revenir sur des concepts plus disciplinaires, notamment sur ces jeux-là, d'ordre croissant, de multiplication aussi, qui vont venir servir le jeu sur les séances suivantes. Et pour rester toujours dans cette finalité du jeu en lui-même. Pardon, je peux vous interrompre une seconde pour vous demander de préciser un petit peu le concept de séance décrochée. Donc, je suppose que c'est donc une séance où on revient un peu sur ce qu'on a pu voir, enfin, où on reconsolide un peu des acquis, on refait un point sur des choses avant de revenir plus tard sur le jeu en ayant consolidé tout ça. Comment ça se passe concrètement, ça ? Si on est sur une séquence de jeux de société, la séance décrochée, elle va être sortie du cadre du jeu, mais au service du jeu, et on va revenir notamment là sur du disciplinaire pur. En profitant, en s'appuyant sur ce qu'on a vu au moment du jeu. Voilà. Exactement. Tu vois, Étienne, par exemple, sur l'ordre de King Domino, mais on va se rendre compte que les enfants, pendant la partie, ils ont du mal à mettre les tuiles. On va plutôt les aider à le faire. Et ensuite, on va les reprendre dans une séance vraiment de mathématiques en leur disant, eh bien, on va travailler l'ordre croissant parce que ça vous a gêné la dernière fois au niveau de l'initiative. On va faire du simple pavage pour occuper un espace délimité. Donc ça, c'est quelque chose que vous mettez en place lorsque vous constatez que, par exemple, certains élèves ont des difficultés avec des notions, ou alors est-ce que c'est quelque chose de pratiquement systématique, c'est-à-dire que chaque séance de jeu donne lieu derrière, ou peut-être juste pour les nouveaux jeux, par exemple, donne lieu derrière à un cadrage comme ça, ou un recadrage au cours d'une séance décrochée plus consacrée aux apprentissages bruts. C'est fonction des besoins. Mais il y a des jeux que l'on connaît où on sait quasiment systématiquement qu'il va y en avoir besoin. Voilà. Tu vois, par exemple, Étienne, tu vois sur la photo qu'on a là avec les mines, avec les multiplicateurs, tu vois, sur le King Domino. Oui, je vois bien. Eh bien, en fait, on a des élèves, quand ils ne maîtrisent pas l'état de multiplication, mais on sait que ça va se passer. On va pouvoir leur expliquer que c'est important parce que ça va leur permettre d'être plus pertinents dans leur choix lors des prochaines parties. Alors que pour eux, le fait de mémoriser les tables de multiplication au quotidien, ce n'est pas quelque chose dont ils ont besoin. Et là, en fait, ça va créer le besoin et la justification de dire, tu vois à quoi ça sert concrètement, ça peut te servir à ça. Donc ça fait quand même partie aussi du travail de préparation du jeu. C'est-à-dire qu'on va proposer dans notre classe du King Domino ou du Strike parce qu'on sait qu'on va quand même un peu bosser sur les multiplications et sur la représentation dans l'espace, ou alors sur un stop ou encore dans le cas du Strike. Voilà. Et au départ, le prof, l'animateur, c'est un peu ce qu'il a envie de mettre en avant, ou alors vous y allez un peu plus comme ça à la one again? Ben, c'est variable. Moi, je dirais que dans le spécialisé, on sait davantage qu'est-ce que l'on veut viser. Parce qu'on a énormément de besoins. Oui, en Ulysse, oui. Très ciblés, voilà. Après, sur les classes ordinaires sur lesquelles j'interviens, par exemple, ça n'a pas été forcément le point de départ, un besoin spécifique. Non, ça a été plus un désir de l'enseignant de faire quelque chose de différent, de créer une atmosphère dans sa classe. Voilà. Et donc, on s'est plus dirigé vers des jeux déjà que l'enseignant maîtrisait parce que je l'avais fait tester et parce qu'on avait aussi déjà les boîtes. Voilà. Après, il y a des jeux quand même qui ont un intérêt, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont une accessibilité, donc ils sont assez faciles à mettre en place, mais qui en même temps ont une certaine résistance et qui vont amener les enfants à aller plus loin dans les stratégies. Et c'est aussi ce genre de jeu que l'on va viser quand on veut mener une séquence vraiment un peu plus complexe, sur un jeu en particulier. Comme par exemple
Ben là, notamment King Domino, Ouais, King Dragomino, Domino, c'est ouais. des jeux où on a les boîtes suffisantes pour faire travailler une classe entière sur un même jeu en même temps. Ouais. Après, ça peut être d'autres organisations. Alors là, on touche à justement ce que je voulais aborder aussi, l'organisation. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur des ateliers différents, avec des jeux différents, ce qui va nécessiter quand même d'anticiper pour présenter les jeux, introduire les règles petit à petit. Tandis que s'adresser à une classe entière sur un seul et même jeu, forcément, c'est plus facile, puisqu'on va présenter la règle une seule fois à toute la classe. On va pouvoir avoir justement ces séances décrochées et s'adresser à toute la classe aussi en même temps. Voilà, il y a différentes organisations qui sont possibles autour C'est des la jeux de question que société. pose Guillaume Musard, qui est un des participants au webinaire, de demander si justement la séance décrochée, c'est pour tout le monde derrière, ou alors on peut se dire, tiens, on en a vu 5 là qui vraiment comprenaient rien, et hop, ceux-là, on va les prendre par ailleurs, et on va refaire Exactement. avec eux. Tu vois, Étienne, dans la question que tu poses, il y a presque la réponse. Oui, bien C'est sûr. que des fois, tu vas sentir que vraiment, tu as un besoin de classe générale. Et puis, des fois, tu vas te dire, attends, j'ai 2-3 élèves qui sont en difficulté sur ça, ils vont le ressentir, ça va permettre de les verbaliser. Moi, tu vois, ça m'évoque une situation, le Time's Up, par exemple, quand les enfants ont dû mimer, et des enfants qui ont des difficultés à se représenter les choses, ils n'avaient pas conscience que quand ils mimaient quelque chose pour le Time's Up, il fallait d'abord qu'ils partent de quelque chose de grand et d'évident avant de mimer du détail. Ouais. Et donc, tu vois, on se retrouvait avec quelqu'un qui mimait un sapin de Noël et qui le mimait en te faisant comme ça, en te disant c'est la boule. Sauf qu'autour, tu n'avais pas, tu vois, le sapin. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi quand on joue avec le jeu concept. Je ne sais pas si tu vois aussi de quoi il s'agit là. Voilà. Et ben, en fait, tout ça, c'est des choses qui permettent aux élèves de dire, quand on décrit un objet, quand on en parle, quand on veut s'exprimer clairement, ça leur fait prendre conscience des procédures mentales qu'il faut mettre en place. Ok. Alors, j'ai plein d'autres questions, mais je vais m'arrêter parce que je vois que le temps file et peut-être que vous avez vous-même encore plein de trucs à aborder. Oui, Mais alors, disons, il y a une question dans le chat qui allait sur ce que Céline était en train d'expliquer. Donc, je pense que Céline, tu vas pouvoir reprendre là où tu en étais. C'était parmi cette grande diversité de jeux, comment savoir quel jeu choisir pour travailler les compétences souhaitées. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une énorme quantité de jeux. C'est pour ça aussi que dans le petit guide que nous avons rédigé avec Blue Orange, on a fait une petite sélection. Alors, c'est vraiment une petite sélection des jeux que nous avons dans nos classes et que l'on a classés par cycle. Voilà, c'est pour donner des idées. Après, il existe des multitudes de vidéos, de présentations de jeux. Il existe aussi des fiches de nos collègues d'un jeu dans ma classe qui ont travaillé sur des jeux et qui ont mis des fiches pédagogiques en lien avec ces jeux, donc qui permettent voilà, déjà d'avoir des jeux qui ont déjà été travaillés ou dont les compétences ont déjà été relevées et ciblées. Bon, puis si je puis Et me permettre, ça peut aider. sans faire mon commerçant de base, il y a aussi un site très bien qui s'appelle Didacto, avec Voilà. des jeux qui sont classés un peu par compétences travaillées, par niveau, par prix, et Voilà. globalement, on peut quand même aller retrouver, si on veut travailler du repérage spatial en grande section ou du jeu de langage au cycle 3, on trouve. On Hein, peut donc, trouver facilement, oui, voilà. oui. Et si je peux me permettre, parmi les conférences qu'on a déjà données, etc., avec plusieurs personnes, il y a un conseil qui pour moi est le premier, vraiment le premier avant toute chose, c'est de vous-même jouer au jeu, d'avoir votre culture ludique. Si vous n'en avez pas à la maison, c'est pas grave, il y a des ludothèques où vous pouvez jouer au jeu, il y a des festivals de jeux où vous pouvez vous rendre avec des animateurs qui vont vous expliquer les jeux. Mais pour ça, c'est important. Peut-être que dans l'école, il peut y avoir une mise en place de chaque semaine, il y a un des enseignants qui va faire découvrir un jeu le temps de midi pour qu'on développe sa culture. Et plus vous aurez joué à des jeux, même si au début, vous en avez 5 différents, mais vous y jouez, vous savez les maîtriser, là, vous pourrez vous lancer en vous disant « Ah, mais là, je vois un intérêt à l'utiliser dans ma classe. Je sais pourquoi je vais l'utiliser. Je sais comment je vais l'expliquer. » Ça, c'est hyper important. Il faut que vous maîtrisiez la règle du jeu avant de vous lancer là-dedans en classe. C'est numéro 1, développer votre culture ludique là-dessus et jouer vraiment le plus possible. Appuyez-vous sur tout ce qui existe. Il y a quand même de plus en plus d'outils. Il y a Didacto, il y a les ludothèques, il y a des associations, il y a des cafés-jeux auxquels on peut se rendre. Et du coup, je vous invite vraiment à jouer. Puis en plus, c'est un plaisir de jouer. Donc, donc voilà. Et il y a une autre question aussi qui est très intéressante, je trouve.
c'est est-ce que vous réussissez à justifier l'utilisation des jeux de société, comme King Domino, donc du jeu purement d'édition qui est là juste pour faire plaisir à la base, auprès du rectorat, face à des jeux plutôt sérieux comme Passe ton hack d'abord? Alors, justement, on a envoyé le guide pédagogique qu'on a fait à l'inspecteur d'académie pour qu'il le valide, ainsi que les fiches de préparation. On a fait des animations avec Canopé aux journées des ressources éducatives des Pyrénées-Orientales et des PO. Et à chaque fois qu'on a eu nos inspections respectives dans nos classes ou pour passer la certification d'enseignant spécialisé, on l'a fait avec on l'a fait avec Canstop, on l'a fait avec Canabi, on l'a fait avec Corto. On a à chaque fois eu les moments qui étaient importants dans notre carrière d'enseignant. On les a marqués d'une pierre blanche avec les jeux de société. Et tous les inspecteurs qu'on a eus ont eu un regard bienveillant et ont même découvert des jeux. Je ne sais pas si vous connaissez aussi le jeu Canstop. Moi, c'est celui que j'avais présenté en CP, où c'était même surprenant de pouvoir travailler autant les constellations, les additions et le maniement de toutes ces valeurs numériques avec un jeu. Donc, vraiment sur ça, ne soyez pas freinés parce que nous, on dit ça à des collègues depuis des années, depuis 15 ans, on s'en est rendu compte en train de le dire. Et il y a très peu de personnes qui ont franchi le pas parce qu'il y a un poids de l'institution, un poids par rapport aux parents, un poids par rapport à plein de choses dont on parlait en début de webinaire. Et ce livre, il a aussi vocation à vous donner un petit peu ces armes, pas pour vous défendre, mais au moins pour vous ancrer dans une pratique que vous ressentez et que vous puissiez le verbaliser en vous disant « je sais ce que je fais et j'ai concrètement les appuis théoriques pour justifier ce que je suis en train de faire ». Après, Céline, je pense que c'est pareil. Un webinaire comme ça d'une heure, c'est un petit peu frustrant parce qu'il y a tellement de choses et sur le théorique et sur le pratique et sur les jeux qu'on ne peut pas vous faire passer tout le flux de ce que l'on souhaiterait. C'est aussi le but que vous puissiez retrouver sur le site d'un jeu dans ma classe et sur le site de Blue Orange avec les ressources et les jeux sur le site de Didacto, que vous puissiez retrouver ces éléments et ensuite recouper les informations derrière. Par rapport à la question de Lisa, à laquelle vous venez de répondre, nous, on est très sollicités en ce moment sur des programmes qui s'appellent Notre école, faisons-la ensemble. Ce sont des programmes, c'est national, hein, il y a eu un gros budget, on parle de centaines de millions qui ont été débloqués pour des projets dans les écoles. Et un certain nombre d'écoles mettent en place des projets ludiques pour lesquels on est sollicité. Donc même au niveau institutionnel, ministère et rectorat, il y a une vraie écoute en ce moment pour les écoles qui auraient envie de mettre en place des projets. Encore une fois, il y en a beaucoup qui nous sollicitent dans ce cadre-là. Donc réellement, je pense que du côté des institutions, il y a une oreille attentive. Je rebondis aussi sur une ou deux petites questions ou remarques. Là, je vois Madame Dozinel qui nous dit qu'il faut jouer, ne pas hésiter à changer les règles. Alors ça, c'est hyper important. Mais pour ça, d'abord, il faut quand même en effet bien les maîtriser. Mais pas hésiter à tordre un peu les règles. Il y a plein de jeux, par exemple des jeux qui sollicitent, qui demandent de la rapidité, qu'on peut faire en enlevant l'aspect rapidité et on garde la réflexion qu'il y a autour de ça, tout en effet en laissant aux élèves le temps de l'analyse et en évitant ce qu'on disait tous tout à l'heure, le fait que ce soit toujours les deux mêmes qui répondent. Donc on laisse le temps de l'analyse, on laisse le temps de répondre, on laisse le temps de dialogue derrière, pourquoi tu choisis ça, etc. Donc il y a beaucoup de jeux et on le met souvent en fait dans les descriptifs qu'on fait sur le site de Didacto, de dire ce jeu-là vous pouvez l'adapter, vous pouvez le tordre en fait en quelque sorte. Donc là, il ne faut pas hésiter parce que ça apporte souvent presque une richesse supplémentaire en fait au jeu. Moi, je mettrais juste un petit warning. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. La seule petit panneau attention à ne pas tomber dans un certain piège, c'est que parfois, justement parce qu'on a envie de justifier le fait qu'on utilise le jeu et que le jeu, en fait, c'est vraiment pour apprendre, etc. Parfois, on va transformer le jeu en exercice. On va enlever toute la frivolité, tout le fun du jeu. Mais en fait, dans ce cas, le jeu, ce n'est plus un jeu, c'est un exercice. Vous avez le droit. On ne vous interdit pas du tout de le faire. Mais dans ce cas-là, on présente ce moment-là comme un temps d'exercice aux enfants et pas comme un temps de jeu. Je pense qu'il ne faut pas flouer les enfants en leur disant « aujourd'hui, on va jouer ». Et soit on prend un King Domino qu'on a transformé en exercice de multiplication, soit on prend un jeu didactique complètement dépourvu de fun. Et en fait, ce n'est pas un jeu. Les élèves, ils sont là, ouais, on est en train de nous arnaquer beaucoup là, et c'est bien moins intéressant.
Donc, c'est vraiment un petit attention le jeu peut se servir sous plusieurs formes, sous plusieurs types de séances, mais il faut le présenter vraiment au moment opportun. Je vous laisse, Céline et Paul, réagir. Tu as tout à fait raison de le préciser. C'est pour ça, tu vois, que c'est dans ce que tu dis, Lisa, là où c'est frustrant sur 1 heure, c'est qu'il y a plein de nuances qu'on ne peut pas développer. Ce que tu disais, Étienne, modifier des règles pour rendre le jeu accessible, oui, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait des gens, ce que disait Lisa, qui entendent « Ah oui, c'est bien de modifier les règles pour le tordre, pour le rendre purement un exercice éducatif. » Et des travers comme ça, on en a plein parce que, par exemple, on a eu des gens qui nous ont dit « Ah, mais c'est super, moi, dans ma classe, je fais comme vous. Je ne fais plus d'exercice de systématisation et d'automatisation, je fais tout passer par le jeu. » Et nous, on leur a dit, mais attendez, mais nous, on ne fait pas du tout ça. Nous, on fait des phases de jeu où on travaille des compétences transversales et où on sait qu'on travaille des compétences particulières sur des besoins repérés. Mais à côté, on fait des séquences traditionnelles avec recueil de conception, évaluation diagnostique, la trace écrite en exercice d'entraînement et évaluation sommative derrière. Et en fait, c'est plein de petites nuances que lors d'un webinaire, forcément, on ne peut pas en 1 heure tout développer. Mais c'est plein de petites nuances même sur la pratique où c'est bien d'en reparler, de recouper les informations et de ne pas tirer des conclusions trop hâtives parce qu'avec le jeu, on ne travaille pas tout. C'est très important. Voilà. C'est très important de repréciser ça et ah ouais. Mais pas forcément terminer là-dessus, mais enfin que les gens partent avec ça quand même. En effet, c'est une composante de la pratique enseignante particulière et c'est loin d'être, comme je disais, l'alpha et l'oméga de l'enseignement. C'est comme quand tu fais du théâtre ou quand tu fais une autre activité, ça vient être un panel pédagogique que tu peux utiliser parce que ça fait mobiliser des compétences de façon différente et tout en faisant vivre une expérience. Mais ce n'est pas du tout un mode d'enseignement à généraliser en disant moi je fais tous les maths et le français avec des jeux didactiques qui travaillent la conjugaison et l'orthographe comme ça. Non, non. On garde du plaisir sur les jeux qui sont cantonnés à leur position de jeu et on travaille des enseignements disciplinaires de façon traditionnelle avec des séquences construites comme on l'a dit tout à l'heure. Petite question encore. Est-ce que systématiquement, vous faites après un débriefing avec les élèves en disant qu'est-ce qu'on a, enfin justement peut-être que là on est à nouveau un peu trop en raccrochant à l'enseignement, mais est-ce que vous dites voilà qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu, qu'est-ce que vous avez appris, comment est-ce qu'on peut relier ça au cours ou pas du tout, ou pas spécialement à chaque fois, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors là on n'a pas le temps de l'évoquer, mais vous pourrez le retrouver dans le livre. Il y a également la partie durant la séance et les différents types de dispositifs que l'on peut proposer. Vous le trouverez dans le livre et la posture de l'enseignant qui peut également varier. Et aussi le après la séance et notamment ces phases de débriefing qui sont très importantes et qui nous différencient des temps de jeu libre ou du jeu dans les ludothèques ou à la maison. C'est vraiment ce retour à faire sur la partie de jeu. Alors, ça peut être sur un temps très court en fonction du temps, simplement sur les ressentis, ou ça peut être un peu plus développé, où là, on va mettre en mots les stratégies et se mettre en projet sur comment on va faire pour pouvoir s'améliorer. Donc, c'est vraiment un temps qui est important. Et tu vois, Étienne, dans ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des nuances, c'est un temps qui est super important pour débriefer, pour mettre le doigt sur des choses clés, mais ce n'est pas un temps d'évaluation en disant est-ce que vous avez été sage? Est-ce que vous avez compris comment ça fonctionnait? Est-ce que tu maîtrises bien tes tables de multiplication? Est-ce que ton château est bien au milieu? Non, là, c'est pareil, c'est plein de nuances parce que on en a parlé plusieurs fois avec des personnes qui, quand elles préparent des fiches pédagogiques, mettent à la fin un système d'évaluation. Et en fait, des fois, ça va même au-delà de leur volonté, mais elles ont voulu le mettre pour montrer que ce temps de débriefing est super important. Alors, ce n'est pas obligatoire de l'appliquer de façon très traditionnelle et sur le contenu, mais en tout cas, il doit y en avoir un. Parfait. Et j'essaie de me retenir. Hein, mais alors, c'est des sujets, ça donne envie de… Oui, ben là, oui, on a envie de continuer toute l'après-midi, nous. Oui. C'est clair. Je me permets juste de montrer le site internet de Blue Orange, si vous voulez bien, pour montrer cet encart un peu jeu de société et apprentissage pour que, en plus du site Didacto, si jamais vous voulez retrouver également les ressources, il y a le guide pédagogique qui est téléchargeable, les fiches pédagogiques qu'on a fait, donc on a parlé pas mal de ces jeux quand même finalement, Bubble Stories, Dragomino, King Domino et Mots Malins. Et toutes les ressources qu'on va produire sur le sujet seront disponibles ici. C'est possible qu'il y ait de futures fiches pédagogiques plus tard par là. Voilà. Et Lisa, oui. par rapport à ce que tu viens de nous montrer, là, tu vois qu'il y a Mots Malins dont on n'a pas parlé.
Et il y avait justement une question C'est pour ça. si le dispositif pouvait être appliqué au collège et au lycée. Mais tout à fait. Sauf que là, pareil, on est un peu court en temps. Mais moi, par exemple, je suis au collège. Je suis en Ulysse collège. Et Montmalin, c'est vrai que c'est très bien à jouer. Et là, on reprend ce que tu disais, Étienne, sur Montmalin. La variante de temps peut être placée après quand on maîtrise le jeu. Et il a été primé par l'Educaflip, maintenant. Alors voilà, pour boucler ça, je vois qu'on a encore dans la discussion une ressource qui a été mise en ligne par Guillaume Garçon, une sélection de jeux de société testés et validés par une équipe enseignante, en particulier pour les jeux de langage et de communication. Donc là, je sais que c'est une solution très riche par un projet universitaire qui est fait à l'Université de Paris-Est-Créteil. Ça s'appelle le projet JAD, donc vous le retrouvez dans la discussion autour de ce webinaire. Et puis nous, sur Didacto aussi, on a trois assez gros fichiers Excel à télécharger où on met en regard les compétences travaillées, les jeux et le niveau par cycle. Donc là, il y en a un sur les maths en maternelle, il y en a un sur les maths en élémentaire et il y en a un sur le français en élémentaire. Et à chaque fois, on parle de entre 70 et 100 jeux qu'on met en place. Donc, qu'on propose voilà, dont on indique qui sont intéressants pour, voilà, c'est cela, dont on indique qu'ils sont intéressants pour travailler en classe. Donc là, pour ceux qui parfois ont du mal à se positionner, à choisir le jeu, là, vous avez quand même pas mal de choses, vous voyez, en petite section, moyenne section, grande section, ce qu'on travaille. Alors là, on est parti sur les compétences du programme, hein, trier, associer, comparer, ordre de grandeur, etc. On est en maternelle. Hein. Parfois, c'est plus facile de rentrer par ces compétences. Ce que vous proposez comme outil aux enseignants, c'est parfait pour tous ceux qui veulent débuter à utiliser le jeu de société en classe. Parce que quand j'avais mis en place cette ludothèque, je me souviens que tout le monde me disait est-ce que je peux avoir un jeu pour étudier l'histoire? Est-ce que je peux avoir un jeu pour telle compétence? C'est vrai que c'est rassurant de rentrer par la compétence pour choisir un jeu et pour le rentrer dans une séance et une séquence. Mais vous verrez qu'avec l'expérience et avec les années, finalement, vous allez choisir les jeux pour ce qu'ils sont et pas sans rentrer particulièrement par la compétence. Bon, merci à tous. Comme le disait Paul-Henri, on pourrait continuer une bonne partie de l'après-midi, mais voilà, c'est le jeu. On avait dit 1 heure, on a un chouïa dépassé. Merci de votre présence. Je pense que c'était tout à fait passionnant. Je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais pour ceux qui étaient là, pour ceux qui se sont inscrits et n'ont pas pu venir, et pour ceux, peut-être, il y en a quelques-uns qui sont partis en cours de route parce qu'ils avaient probablement des impératifs au milieu. On refera un lien vers le replay du webinaire pour qu'ils puissent voir ce qu'ils auraient manqué. Et puis, on mettra un certain nombre soit de liens vers des ressources extérieures ou alors de fichiers associés pour lesquels auxquels vous pourrez vous référer pour vos futurs besoins. Et puis, bien sûr, on reste disponible pour vos questions. Vous n'hésitez surtout pas, contact@didacto.com et on y répondra bien volontiers, que ce soit des questions de fond ou des questions, évidemment, commerciales, pourquoi pas. Voilà, hein, on est aussi disponible pour vos devis et vos commandes. Voilà. Merci à tous et j'espère que ça vous a aussi intéressé que nous, ça nous a intéressé. Voilà, on était ravis de le faire. À très bientôt pour des prochains webinaires sur Didacto. Au revoir. Au revoir.